L'invité de Fabrice Grosfilet. Et notre invité aujourd'hui, c'est Catherine Fonck, chef de groupe au Parlement fédéral à la Chambre, donc pour le CDH. Bonjour Catherine Fonck. Bonjour. Il y a eu un nuage Seveso qui a donc survolé la Belgique, c'était jeudi matin. Il vous inquiète ce nuage ? Alors nuage Seveso, mais d'une usine surtout très dangereuse, puisque les produits qui sont utilisés sont classés et sont connus. Ce qui est inquiétant, évidemment la qualité de l'air aujourd'hui, le nuage est passé donc c'est fini. Mais ce qui est inquiétant et interpellant, ce sont tous les dépôts noirâtres avec de la suie et éventuellement d'autres produits qui ont clairement été mis en lumière par différents citoyens. C'est le cas par exemple sur la province du Hainaut, mais ce serait intéressant de savoir et de faire un relevé pour voir s'il y a eu également ces retombées noirâtres dans d'autres régions, dont par exemple en région bruxelloise. Oui. Alors on explique, c'est l'usine Lubrizol à Rouen, où il y a eu un incident avec un important incendie et un dégagement d'un très gros panache de fumée noire. On a peut-être vu les images aux journaux télévisés. On sait que ce nuage, c'était jeudi dans la nuit, il est ensuite passé 5-6 heures après sur la Belgique. Ça, ce sont les relevés météo qui le prouvent. Et donc, il y a eu ces petites pluies avec ces résidus noirs qui sont tombés sur certains coins de Belgique. En tout cas, c'est très précisément dans le cadre du Hainaut qu'on a pu observer ce phénomène. Vous avez demandé à ce que les autorités belges procèdent à des relevés et à des mesures. Pourquoi est-ce que vous faites cette demande ? Parce qu'en fait, il y a évidemment des interrogations sur la nature exacte de ces dépôts en Belgique. Alors bien sûr, notre situation n'est pas celle du périmètre de Rouen. On est à 200 km à vol d'oiseau. Donc on n'a pas respiré directement les fumées toxiques. Clairement, et les retombées ne sont pas aussi massives que ce qu'elles ne le sont au niveau de la zone de Rouen autour de l'usine. En même temps, on n'est pas si loin, 200 km par vol d'oiseau. On constate en France qu'il y a toute une série de mesures de précaution qui sont prises, y compris par exemple sur les Hauts-de-France qui sont à la frontière de la Belgique. Et je crois que dans ces cas-là, il faut véritablement un travail qui se fasse avec sérieux, avec rigueur et pas à la légère. Et donc, dans ces cas-là, oui, il est important de faire des prélèvements pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque, pas de ce qui se passe dans l'air, mais par rapport aux retombées au sol, pas de risque sur le plan de la santé ou sur le plan de l'environnement. Ça peut contaminer, par exemple, des fruits, des légumes, des cultures, voire même les sols. Et c'est pour ça que je demande au ministre de l'Environnement de pouvoir, mais ça doit se faire rapidement maintenant, faire ces prélèvements et les analyser. On connaît les produits et donc il faut faire des dosages des produits les plus à risque. Alors les ministres de l'Environnement, c'est une compétence régionalisée, donc c'est Céline Tellier en Wallonie, c'est Alain Marron en région bruxelloise. Vous avez formulé votre demande de manière publique hier avec un communiqué de presse. Vous avez déjà eu des réponses de l'un ou de l'autre ? Alors la ministre wallonne a répondu que c'était prématuré. Moi je réponds à cela qu'il faut évidemment le faire. Les inquiétudes des citoyens sont légitimes. Mais que si on attend, on n'aura forcément rien, puisque ça va se diluer. Donc ce que nous allons faire, c'est que les parlementaires régionaux CDH, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, vont directement interpeller les ministres écolos pour véritablement faire cette proposition et pousser les ministres à vraiment objectiver les choses. C'est quand même étonnant de se dire, non, il y a eu des choses dans l'air, on voit des choses au sol, mais c'est pas grave. Je pense que c'est un peu court. Il faut véritablement travailler avec rigueur et avec sérieux. Oui. Vous êtes vraiment inquiète ou c'est une manière de faire le buzz et de parler du CDH et de Catherine Fonck? Parce que les autorités françaises, notamment, elles sont rassurantes. Elles disent, il y a eu des odeurs déplaisantes, ça peut durer quelques jours, mais c'est pas plus que des odeurs déplaisantes. On a relevé du monoxyde de carbone, on a relevé du dioxyde de soufre, mais il n'y a pas de risque sur la santé. Ça, c'est ce que disait le préfet de Seine-Maritime, par exemple. Alors, je vous incite à aller voir la liste des produits dangereux et très dangereux de cette usine. Par ailleurs, vous me dites que les autorités françaises rassurent, mais en même temps, les autorités françaises, ont pris toutes les mesures de précaution possibles, y compris dans des dosages qui sont encore réalisés aujourd'hui pour vraiment rechercher d'autres produits, et y compris à la même distance de l'usine que ce que nous sommes en Belgique. Donc, mon objectif n'est sûrement pas de faire paniquer, bien au contraire. En même temps, à l'inverse, on ne peut pas accepter que ce dossier soit traité comme si c'était n'importe quel petit dépôt de n'importe quel produit. Il s'agit là véritablement d'une situation à risque. Si tout est négatif, c'est tant mieux et on le saura avec certitude. À l'inverse, s'il y a un risque, on pourra alors prendre les mesures adéquates. Oui. C'est quoi le danger pour la santé publique? On sait par exemple qu'il y a des maraîchers autour de Bruxelles qui peuvent, dont les produits peuvent se retrouver dans les magasins ou sur les marchés à Bruxelles. Si jamais il y avait eu des résidus de cette fumée toxique qui étaient tombés sur leur culture, ça aurait quelles conséquences?
si ces résidus sont toxiques, je précise quand même. Mais on sait par exemple qu'il y a des produits comme du benzène qui est cancérigène. On sait aussi qu'il y a du plomb qui a d'ailleurs lui été détecté dans les analyses françaises. Je ne vais pas vous faire la liste des produits, mais ça veut dire clairement que pour pouvoir exclure tout risque, il faut prélever, il faut analyser. Ça ne se fait pas en le regardant ou en le touchant. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc c'est le principe de précaution. Et des mesures de précaution qui sont on peut rappeler raisonnables toujours et que logiques. laver ses légumes, voire les éplucher, ça reste aussi une garantie ou une forme de protection, si c'est possible. Ça, et évidemment, bien évidemment que les produits qui, eux, si vous avez dans votre potager des légumes ou sur votre terrasse ou le haut de vos appartements, une petite terrasse avec un petit potager, et s'il y a des dépôts dessus, il faut évidemment pas consommer. Et surtout faire attention aux enfants, notamment s'il y a des dépôts de suie sur des jeux, par exemple à l'extérieur, il faut les nettoyer sans contact cutané avec des gants, puisqu'on sait que là aussi, il y a un risque, surtout si, comme on ne connaît pas le contenu et l'analyse de ces dépôts. Alors on va changer de sujet. C'est la semaine des aidants proches qui démarre aujourd'hui. Donc les aidants proches, on rappelle, ce sont ceux qui consacrent une partie de leur temps à aider une maman, un grand-père ou un enfant qui souffre d'un handicap, qui est atteint d'une maladie. Ou simplement âgé, la perte de dépendance. On dit qu'il y a 800 ou 900 000 Belges qui sont aidants proches, donc qui consacrent une partie de leur temps à aider l'un d'entre eux. Le statut des aidants proches, il aurait dû être modifié, en tout cas reconnu par une loi qui a été votée au mois de mai dernier à la Chambre, donc au mois d'avril, par le Parlement fédéral. Pourquoi est-ce que cette loi n'entre pas en vigueur ? Elle entre en vigueur. Et elle entre en vigueur le 1er octobre. Mais pour qu'elle puisse s'appliquer complètement, la ministre de Blok devait prendre des arrêtés d'exécution. Elle a eu presque 6 mois pour le faire. Reconnaissons aussi qu'en affaires courantes, elle a eu largement le temps de pouvoir le faire. Elle ne l'a pas fait. On avait déjà dû lui tordre le bras pour pouvoir faire voter cette loi. J'avais dû moi-même, figurez-vous, déposer la loi au Parlement parce qu'elle s'asseyait dessus. Et ici, de nouveau, elle viole la loi puisque par son comportement, par son absence de prise de ces arrêtés d'exécution, eh bien, les avancées pour les aidants proches ne seront pas d'application cette semaine. Ça veut dire que sans les arrêter, on n'applique pas la loi ? Pour que tout le monde comprenne bien. Elle ne sait pas s'appliquer. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des aspects techniques, notamment sur la manière avec laquelle la reconnaissance allait se faire, en passant par les mutuelles, sur la manière avec laquelle on validait l'octroi d'un congé particulier et également d'une rémunération sur le plan financier, ainsi que l'assimilation à la pension. Ce sont des questions pratiques qui doivent toujours se réaliser à travers des arrêtés d'exécution. Pourtant, Monsieur Grosfilet, quel don de générosité ces personnes donnent à leur aidant proche, et j'ai honte. Je le dis très clairement, j'ai honte à la place de la ministre de Blok. C'est la semaine d'ailleurs des aidants proches cette semaine-ci. Et franchement, la reconnaissance, l'aide qu'on peut leur apporter, c'est un premier pas qui est important, c'est un premier pas, mais c'est légitime et franchement, c'est assez inacceptable que la ministre se soit assise en partie sur ce dossier. Alors on en reparlera avec un des représentants des aidants proches, c'est Bernard de Rover, il sera avec nous aux alentours de 13h05. Je voudrais quand même bien qu'on comprenne, cette loi, elle permettait quoi ? Elle permettait à tous ceux qui étaient reconnus comme aidants proches d'avoir des congés, d'avoir une rémunération en échange du temps de travail qu'ils perdaient parce qu'ils devaient s'occuper d'un parent malade ? Ça veut dire que pour des personnes, par exemple, qui travaillent à temps plein et qui décident de donner du temps pour accompagner une personne âgée, une personne handicapée, une personne malade pendant un certain temps. Il y a aujourd'hui un certain nombre de congés qui existent qui permettent de combiner travail et ce don de temps à une personne aidée, mais il n'y avait pas de congé spécifique. Et donc ça offre véritablement la possibilité pour ces personnes d'avoir du temps supplémentaire, de pouvoir combiner avec l'activité professionnelle sans être sanctionnées sur le plan financier, sans risquer aussi de perdre leur travail. Ouais, vous nous dites, Maggie de Blok a délibérément violé la loi. Oui, elle a fait pourquoi ? C'est pour des raisons budgétaires, vous pensez ? Je pense que c'est pour des raisons budgétaires. Et je le redisais, on avait déjà dû lui tordre le bras pour qu'elle accepte d'avancer en avril dernier. Elle a fait vraiment traîner ce dossier depuis le début de la législature, malgré des promesses qu'elle a répétées pourtant au moins une dizaine de fois sur ces 5 dernières années. Elle peut continuer à traîner ou elle va être obligée de l'appliquer à un moment ou à un autre ? Alors je peux vous assurer que de mon côté, je vais lui mettre la pression toutes les semaines s'il faut, parce qu'elle, quand elle dit maintenant oui, je vais avancer, tout le monde sait, elle va passer en première lecture au gouvernement, et puis il faudra aller au Conseil d'État, puis revenir au Conseil des ministres.
Et donc tout ça, malheureusement, va encore prendre du temps. Donc je peux vous assurer que je vais continuer le combat avec l'ASBL des aidants proches et tout faire pour maintenir la pression pour que enfin ça puisse se concrétiser. Il nous reste une minute. On va reparler de Maggie Debloc qui lance aujourd'hui une campagne de communication pour le numéro d'appel des médecins généralistes. Là, vous la soutenez ou pas? C'est le 1733. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas depuis aujourd'hui. Ça fait déjà un certain nombre d'années. Et ça fonctionne plutôt mieux en Wallonie, à Bruxelles qu'en Flandre. Alors c'est une mesure qui est positive, mais heureusement que les médecins généralistes eux-mêmes se sont bien organisés derrière ce téléphone. Je pense que pour les patients, c'est quelque chose d'important, qui n'est pas d'aujourd'hui, mais qu'il faut pouvoir rappeler, renforcer. Donc l'idée, c'est aller plutôt chez votre médecin généraliste, ne vous précipitez pas aux urgences dès que vous avez un petit bobo. C'est ça l'idée. Alors c'est sûrement ça, parce que quand vous avez un arrêt... Et trouver le numéro du généraliste, c'est pas toujours évident. Donc le 1733 permet de tomber sur la bonne personne. Le 1733 existe, permet effectivement de faciliter l'appel aux médecins traitants. Et pour ce qui concerne la saturation des hôpitaux, c'est vrai que ça pose question. Parce que quand vous avez un arrêt cardiaque ou une personne qui fait un infarctus ou un AVC, il faut tout de suite mettre toutes les énergies, les différentes personnes, les équipes soignantes, infirmiers, médecins, sur ces personnes. Ça veut dire que ceux qui viennent pour un petit bobo, ils attendent très longtemps en salle d'attente. Et donc, ils ont tout intérêt à alors aller chez leur médecin généraliste.